Tatiana Dronet, bonjour. Bonjour Darius. Vous signez Manderley, la vie de Daphné du Maurier. C'est une des grandes passions de votre vie. On va parler de ça, du succès, de votre succès phénoménal de librairie, vraiment qui fait date. Alors, vous écrivez des histoires parfois un peu sombres, parfois un peu tristes même, mais vous êtes une écrivain du bonheur. Beaucoup de gens vous voient comme ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'écris des livres un peu durs, Hein. parfois avec des univers assez sombres, mais dans la vraie vie, on sait que je suis assez drôle, que je suis pas quelqu'un de sinistre. On voit ça sur les réseaux sociaux. Il y a un succès Tatiana Dronet extraordinaire. Des personnages comme vous, qui d'autres, Jean d'Ormesson, Mathieu Ricard, des personnages heureux. C'est le sentiment que vous dégagez. Peut-être que c'est une histoire d'éducation, Ouais. peut-être que le fait d'avoir une mère anglaise qui m'a toujours dit never explain, never complain, smile and the world smiles with you, souris et la vie sourit Ouais. avec toi. Peut-être que c'est aussi essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Vous citez votre mère dès les premières secondes, c'est révélateur. La famille, il y a tellement d'écrivains qui disent famille jouée, famille triste, etc. Vous, la famille, vous la célébrez. C'est vrai. Hein, C'est vrai. Alors il y a ma mère, il y a aussi mon père. hein. Joël de René, le grand scientifique que vous avez reçu. Bien sûr, votre mari, vos enfants, vous aimez Oui, la famille. c'est vrai. Ma famille est un peu mon garde-fou, mon firewall, ce qui me permet de me protéger quand j'ai besoin d'un petit peu de paix. C'est avec ma famille que je la trouve. Vous dites même, ça m'a beaucoup frappé, la réussite, c'est en famille. Il y a tellement d'artistes qui réussissent seuls, qui jouent, qui surjouent même par le côté maudit. Vous, pas du tout. Vous dites, la famille m'aide. Ah oui, bien sûr, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, quand je leur ai annoncé à l'âge de 10 ans que je voulais devenir écrivain, Hein. au lieu de me dire écoute, c'est très gentil, ma chérie, ils m'ont encouragée. C'était pas évident non plus d'accepter ça d'une petite fille qui voulait surtout pas faire ses devoirs, qui préférait écrire dans sa chambre. Donc ils m'ont encouragée, ils m'ont aidée. Mais ceci dit, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que quand je suis avec ma famille, on parle pas tout le temps des livres Hum. et de mon travail. Je suis la fille, la mère, la tante, la sœur, la vraie Tatiana peut-être. En tout cas, le cocktail de gènes est extraordinaire, parce que vous citiez l'origine anglaise, il y a l'origine russe, elle est très importante aussi. Là aussi, Oui. des conseils. Je crois que c'était votre grand-mère. Ma grand-mère me disait toujours, avec son accent à couper au couteau, tomber est permis, Hein. se relever est ordonné. Elle a été très importante dans ma vie, ma grand-mère russe, qui était la mère de mon père, Natacha de René. Et c'était un sacré personnage, malheureusement parti trop tôt. C'est des conseils de tenue, vous vous tenez très droite. Moi, j'allais pas me mettre comme Non, ça non, quand mais même. c'est très très bien, mais on sent que c'est très profond chez vous, quoi. Il y a une éducation qui vous a aidé toujours. Oui, on va dire peut-être une éducation, alors, de jeunes filles de bonne famille. Hein. Oui, d'accord, mais ça ne nous empêche pas de savoir rigoler. Et ne pas toujours essayer de voir l'humour dans certaines situations, même les plus horribles. C'est très anglais, ça aussi. Oui, c'est très Hein. anglais. Oui, plus anglais que français. Alors, jeune fille de bonne famille, mais pas conformiste. Et ça vous rapproche de Daphné du Maurier. On peut être d'un milieu bourgeois, favorisé, etc., mais certainement pas conformiste. C'était son cas aussi. Oui, Daphné du Maurier, il faut rappeler donc qu'elle est née en 1907 Mhm. et qu'elle aurait pu, comme bon nombre de femmes de sa génération, se marier, avoir des enfants très tôt, etc. Et elle, non, à l'âge de 20 ans, elle a décidé d'écrire et surtout d'aller s'isoler pour écrire. C'est quand même assez étonnant. Et donc, elle est partie vivre en Cornouailles, dans ce magnifique petit village de Foy où je suis allée. Et elle s'est enfermée dans une maison pour commencer à écrire ses premiers romans. Elle a fini par se marier quand même, à l'âge de 22-23 ans, parce qu'elle a rencontré l'homme de sa Hein. vie. Mais bon, elle Femme n'a... libérée avant l'heure. Oui, mais je pense qu'elle n'aurait pas aimé qu'on dise ça, Hein. Darius, parce que elle était très secrète, très clandestine. Donc en fait, tout ce qu'elle vivait, et tous ses choix de vie n'étaient pas connus. Vie multiple, bisexuelle. Oui, mais là aussi, un grand secret. Hein. On a eu vent de sa bisexualité quand des lettres très intimes ont été publiées après sa mort en 1989. Donc, c'était pas quelque chose qu'elle affichait. C'était quelque chose... D'ailleurs, elle disait qu'elle avait un garçon qui vivait en elle, qui s'appelait Eric Avon. Et elle l'appelait « the boy in the box », le garçon dans la boîte. Hein. Votre livre est magnifique, parce qu'on sent une admiration pour cette femme qui est immense. Et en même temps, vous osez justement la bousculer un peu, aller dans ses secrets. Vous avez mené une enquête très poussée. Vous disiez aller là où elle a vécu, voir des gens de sa famille. Oui, en fait, j'ai pas non plus voulu écrire le livre d'une groupie ou d'une Hein. fan, parce que c'est vrai, je suis une fan absolue de Daphné du Maurier depuis que j'ai 10 ans. Mais j'ai voulu quand même d'abord étudier qui elle était,
Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est comment cette jeune fille, parce qu'elle a commencé à écrire très tôt, est devenue cet écrivain qui a ensorcelé des milliers de lecteurs. Et donc, il a fallu que j'aille sur place, en Cornouailles, rencontrer ses enfants et surtout essayer de comprendre les déclics de sa vie. Parce que quand on écrit la biographie de quelqu'un, alors c'était la première fois, hein, je vous avoue que c'était un Mmh. exercice, un challenge, hein, je ne savais pas si j'allais y arriver. Il m'a semblé que, d'abord, voir les lieux, comprendre exactement qu'est-ce qu'elle voyait. Elle est amoureuse des lieux, hein, Complètement. amoureuse des maisons, ou amoureuse des murs. On peut être amoureux de Bah, murs elle même. était Hein. amoureuse Ouais. d'une maison, Menabili, qui a été le modèle pour Manderley. Et alors, malheureusement, cette maison-là, on ne peut pas la voir. Elle appartient à la famille Rachley, qui refuse que des fans de Daphné du Maurier Mmh. viennent frapper à la porte. Donc, on peut juste voir l'aile nord à travers les arbres. Mais c'est vrai, vous avez raison, je crois qu'elle a fait passer, avant tout, avant ses enfants, avant son mariage, elle a fait passer l'écriture et puis l'amour pour cette maison où elle est restée 25 ans. Elle a tout donné à cette maison. Et quand elle a dû partir après la mort de son mari en 1969, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la muse est partie et les livres sont partis aussi. C'est très fascinant, hein, la passion pour une personne morte. Et elle est poussée très loin chez vous, hein, savoir quelle était son odeur, son parfum. Vous avez retrouvé son parfum. Oui, alors j'ai rendu ma famille complètement folle parce que je voulais... En fait, ce livre, c'est un peu... Qu'est-ce que Daphné du Maurier a laissé dans son sillage, au sens propre et au sens figuré? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé dans un héritage littéraire, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle laissait quand elle rentrait dans une pièce? Et donc, le parfum s'appelle Vent vert de Balmain Mmh. et on ne le fait plus. Donc, je ne vous raconte pas ce que j'ai dû faire C'est un peu acide, non? C'est très acide, c'est vert, c'est très étonnant. Hein. C'est un peu démodé, mais ça nous fait immédiatement penser à quelqu'un des années 70, Ouais. 60. Et donc, je vaporisais ce parfum un peu partout, pas sur moi, mais pour essayer de comprendre voilà, à quoi devait sentir une pièce quand Daphné du Maurier en sortait. On commence à voir votre charme, hein, Tania André. Vous avez un côté tellement bourgeois, tellement bon chic, bon genre, avec un petit accent un peu gratin comme ça, et Détrempez-vous. en même temps un côté cinglé. Un Oui, peu cinglé. très cinglé. Ouais. Ça vient d'où ça? Ma grand-mère russe, Ouais. je crois. Et puis je pense aussi que l'éducation que j'ai reçue n'est pas du tout une éducation bourgeoise et coincée. J'ai jamais fait partie d'un rallye, par Mhm. exemple. Mon père s'est toujours présenté comme un scientifique et pas un baron à particules. Je n'ai jamais revendiqué ce nom. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que peut-être que je devrais en prendre un autre, en inventer un pseudonyme, comme a fait par exemple Marguerite Yourcenar. J'ai même pensé Ouais. m'appeler Tatiana Yansor, Ouais. qui est mon nom à l'envers. Mais bon, j'ai assumé ce nom. La généalogie, ce père, Jules de René, grand pionnier, hein, pionnier en matière de technologie, pionnier du surf. C'est parfois un peu oublié aujourd'hui, c'est tellement commun. Ouais. À l'époque, c'était complètement novateur. Ah oui, mon père, moi j'ai des souvenirs de petite fille sur la plage à Biarritz. Mon père passait sa journée dans l'eau. Et d'ailleurs, ma mère, on l'appelait Surfer Widow, veuve de surf, parce qu'en fait, on ne voyait jamais mon père. Mhm. Il rentrait dans l'eau le matin, il en sortait le soir, il était tellement fatigué qu'il se couchait. Mais plus sérieusement, c'est toujours un grand sportif, même à l'approche de 78 ans. Il surfe encore tous les jours et maintenant, il surfe sur les nouvelles technologies. Ouais. Il vous a appris quoi? La tolérance et le respect de l'autre. Je pense que c'est ça surtout qui m'ont appris mes parents. Les, Et j'essaye de transmettre ça à mes enfants. les premières années sont décisives pour l'écriture aussi. Hein. Vous avez une vocation tardive en termes de réussite, hein, on en parlera dans un moment, Oui. mais vous avez écrit très tôt. Et Daphné du Maurier compte beaucoup là-dedans. Je crois que vous recevez un de ses livres en cadeau. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour Noël. Je devais avoir 12 ans. J'écrivais déjà dans mon coin. Et ma mère m'a offert Rebecca en anglais. Et ce livre a été un déclic incroyable. J'ai tout de suite compris que je voulais faire ça. Et donc, je lui dois beaucoup à Daphné du Maurier parce qu'elle m'a donné cette passion pour la mémoire des murs. Elle m'a donné aussi la passion pour des livres qui ne se terminent pas. Il n'y a pas de fin dans ces livres, ni dans les miens d'ailleurs. Alors, ça fait râler beaucoup de lecteurs. Et moi, j'aime bien laisser les lecteurs sur leur fin. Alors, vous commencez à lire, vous commencez à écrire aussi très tôt, hein, je crois, quand vous avez 10-11 ans. Oui, c'est ça. Et toujours avec la bienveillance de mes parents. Et puis, j'ai quand même pas osé montrer mon travail avant peut-être l'âge de 30 ans. J'avais déjà écrit peut-être une quinzaine de livres qui sont toujours rangés dans une boîte dans ma cave où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs ».
Mais après, ça a été une longue histoire parce que j'ai eu un premier éditeur, un deuxième, Mmh. et puis ça ne marchait pas. C'est quelque chose, c'est comme un feu qui prenait pas. Ça a été douloureux, ça? Horrible, Ouais. terrible. J'ai même failli tout arrêter en 2005, à force d'avoir des refus pour Elle s'appelait Sarah, qui s'appelait à l'époque encore Sarah's Key, parce que je l'ai écrit en anglais. Mmh. J'ai essayé de faire publier ce livre pendant 2 ans. J'ai dû essuyer une quarantaine de refus. Et puis à ce moment béni où vous rencontrez Héloïse d'Ormesson, la fille de Jean d'Ormesson, éditrice, et elle, avec Gilles Cohen-Solal, croit en vous. Hein. Oui, c'était un moment presque fou, parce que vous savez, quand on arrive comme ça à la fin de tellement de refus, on n'y croit plus. Donc quand ils m'ont dit, ils venaient de créer leur petite Ouais. maison d'édition, quand ils m'ont dit on va publier votre livre, je les ai regardés en disant mais ils sont dingues. Mais voilà, ils ont fait une très très belle histoire avec ce livre, et puis surtout tous les autres livres après. C'est La ça. suite, c'est un conte de fées, hein. C'est vrai. C'est-à-dire Tatiana Dronet partout. Il suffit de vous suivre sur Twitter ou autre. C'est-à-dire, alors évidemment, le fait que vous soyez bilingue aide encore. Hein, ça démultiplie le succès dans les langues, dans les tirages, dans tous les classements. Le premier moment du succès, c'était quand vous avez dit, tiens, il se passe quelque chose? Alors, je me souviens très bien, c'était en 2007, quand Elle s'appelait Sarah est rentrée dans les listes des best-sellers en France. Ça ne Mmh, m'était jamais mmh. arrivé de ma vie, j'avais déjà 45 ans. Et donc, je me souviens d'être incrédule et de me dire, ça va être un feu de paille, ça va pas continuer, il faut que je profite. Je me rappelle, j'avais découpé, je crois qu'elle était rentrée 15e du classement, j'avais découpé la petite page et je l'avais collée au mur en disant, voilà, au moins j'aurais connu Ouais. ça dans ma vie une fois. Mais l'aventure a continué, c'est ça qui est incroyable. L'aventure, ça a été à palier en fait. Vous aimez vos lecteurs, hein, ça se voit, vous leur répondez, chaque lecteur compte dans la mesure du possible, vous essayez d'avoir un dialogue. Beaucoup d'auteurs, là aussi, jouent un petit peu le côté inaccessible, etc. C'est pas vous, hein? Oh non, mais il y en a certains aussi qui sont très proches de leurs lecteurs. Je pense que les réseaux sociaux aident Hein. à ça. Alors c'est vrai aussi que vous avez parfois des gens un peu collants. Ça, c'est le revers de la médaille. Les raseurs. Et aussi des gens qui ne sont pas contents, Ouais. qui expriment des choses pas très sympathiques. Donc il faut apprendre à gérer tout ça. Tatiana Dronet, tous ceux qui ratent, qui ne réussissent pas, doivent se dire, ça peut arriver tard. Hein. Vous avez, je crois, 45 ans à ce moment-là. Oui. Voilà, ça peut mettre du temps. Ah, moi, je leur dis toujours, tous ces gens qui disent, mais comment vous avez fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je pense que c'est la rencontre avec un éditeur Mmh. qui vraiment compte le plus. Donc, c'est ma rencontre avec Héloïse et Gilles en 2005 qui a été le déclencheur. Si je n'avais pas rencontré, je ne serais pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Ça a mis du temps, hein. Comme disent les petits de bazar, vous êtes cherchés, en tout cas quelques années. Moi, j'étais très étonné d'apprendre que vous avez été anorexique, boulimique, c'est une longue période de votre vie. Vous avez l'air maintenant tellement maîtresse de vous. J'en ai parlé. Ça a été difficile pour moi d'en parler parce que, en fait, je l'ai fait. J'ai signé une pétition pour aider les jeunes femmes anorexiques. Mmh. J'ai beaucoup souffert de ça dans mon adolescence. Ça a été un passage très noir dans ma vie et j'en ai parlé une fois à un journal. Et évidemment, vous connaissez les Après, ça tourne. journalistes, ça a fait boule de neige. Ouais. Mais bon, j'ai décidé d'en parler parce que j'ai beaucoup souffert. Je m'en suis sortie, mais je voudrais maintenant aider les jeunes femmes et les jeunes hommes anorexiques parce qu'il y en a. C'est un enfer de vivre ça. Un jour, j'écrirai peut-être là-dessus. Je ne suis pas encore prête, vous vous rendez compte, j'ai 53 ans. Ça me paraît loin maintenant, cette époque, mais À ça 10 réveille. À 17 ans, pardon, vous êtes boulotte, hein, Ah oui, carrément boulotte, oui. et ça vous complexe. Ah oui, terriblement. Parce que j'avais des parents tellement minces, tellement beaux. Ils avaient Uh-huh. écrit ce livre qui s'appelait La Malbouffe, Ouais. qui a été un grand succès. Puis c'était la mode de ces grands mannequins suédois longilignes. Et moi, j'étais persuadée d'être le vilain petit canard de la famille. Et comme beaucoup de jeunes femmes mal dans leur peau, c'est normal, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui sont mal dans leur peau à 17 ans. Moi, j'ai d'abord arrêté de manger, puis ensuite, je me suis fait vomir. Ça a été une spirale infernale qui a duré assez longtemps. Mais Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidée, qui m'a C'était- souri à la vie. Vous êtes sorti comment? J'ai rencontré un homme qui s'appelle Nicolas. Ouais. Voilà. La famille de nouveau. Hein. Oui, Ouais. il m'a aidée. Et il vous a fait quoi? Il m'a aimée telle que j'étais. Et puis, je me suis rendu compte que toute cette spirale était tellement, d'abord égocentrique. Quand on est obsédé par son corps ou son poids, on ne voit que soi finalement, et c'est pas s'ouvrir aux autres. Et ça m'a horrifiée parce que c'est quelque chose qui m'a poursuivi quand même pendant assez longtemps. Et donc j'ai réussi à m'en défaire. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai, bizarrement, alors que j'approche de cet âge terrible où la ménopause, où
on peut parfois prendre du poids. Je me dis que si ça m'arrive, ce ne sera pas la fin du monde. Ouais. Et je suis comme je suis. J'assume aussi mes cheveux blancs. Voilà, c'est comme Ouais. ça, Ça, c'est c'est moi. extraordinaire, hein. Vous parlez de vous librement, de vos cheveux, effectivement. Depuis je crois que vous les aviez teints, et puis vous vous êtes dit à un moment donné, non, Je les ai eu j'arrête. blancs très tôt. Ouais. Et donc, je les ai teints parce que tout le monde me disait, vers l'âge de 30 ans, 35 ans, mais Tatiana, c'est pas possible, tes cheveux, ça te vieillit. Et donc, je suis allée bien sagement chez le coiffeur me teindre les cheveux comme tout le monde. Et puis, un jour, je me suis dit, mais j'en ai marre à la fin. Pourquoi est-ce qu'une femme est obligée de se teindre les cheveux? Pourquoi pour plaire à qui? Pour plaire à quoi? Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été un processus horrible parce que la repousse est longue. Hein, vous ne devez pas, comme ça, vous avez les racines, tout ça. Ça a été assez long. C'est votre marque de fabrique maintenant, vous êtes un Ah logo, oui. un logo vivant. Maintenant, je me rends compte que si un jour je me teins... Mais j'ai une perruque, hein, quand je veux passer un incognito, quand je veux, par exemple, chez un médecin et que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la salle d'attente, j'ai une perruque. Même ma mère me reconnaît pas quand j'ai ma perruque. Vous l'assumez, ça, le côté logo, ça compte aussi, hein, mais c'est vieux de toute éternité. Hugo et sa barbe, je veux dire, les écrivains du passé aussi, ils avaient souvent un visage de sorte de marque que Amélie le Nothomb public à son connaissait. chapeau. Ouais, Euh, ça joue, franchement. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en avais parlé dans l'encre russe, un de mes romans. Aujourd'hui, l'écrivain, me semble-t-il, est un peu un produit. C'est-à-dire que nous venons vous parler à la télévision, on nous voit dans les journaux. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, qui décuplent tout ça. Donc, un écrivain, aujourd'hui, ne peut plus passer inaperçu, sauf s'il se met dans une grotte et qu'il n'en sort pas. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même Amélie Nothomb, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, on voit quand même son visage et elle correspond avec ses lecteurs par lettres. Est-ce que ça n'a pas toujours été vrai, un Voltaire dans les salons 18e ou autre, c'est-à-dire des effets de mode, des effets, voilà, on était à la mode? Je dirais que c'est encore plus vrai depuis l'avènement de Facebook et Twitter, Instagram, etc. Et puis, bien sûr, aussi la publicité littéraire qui fait que les écrivains, maintenant, sont matraqués quand on vend nos livres. On voit nos photos. Il n'y a plus de livres où il n'y a pas de photos. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, l'écrivain a besoin... Pourquoi a-t-on besoin d'avoir le visage d'un écrivain sur un livre? Je ne sais pas. Je pose la question aux éditeurs, répondez-moi. Mais en tout cas, il faut effectivement assumer tout ce qui va avec. En tout cas, la réussite est là dans le public. Le plus émouvant que vous ayez reçu des lecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des lettres où les gens me disent qu'ils n'aiment pas lire et qu'ils ont lu un de mes livres et que maintenant ils ont envie de lire. Ça, c'est la plus belle des récompenses, vraiment, de donner envie de lire. La réforme de l'enseignement aujourd'hui, on le voit en France, abandon ou presque du latin ou du grec, ça vous peine? Alors, je dois vous avouer que j'ai été élevée dans des écoles anglaises et américaines, donc je n'ai pas appris le latin et le grec, mais oui, ça me pèse parce que je pense que ça fait partie de notre patrimoine littéraire à nous Français. Même, je suis franglaise, c'est vrai, je suis un produit hybride, mais en tout cas, c'est un débat qui n'a pas fini de s'éteindre dans mon pays. Vous êtes une femme d'équilibre, c'est très frappant chez vous, entre deux cultures, entre le passé et le présent, entre les nouvelles technologies et les côtés très classiques. Vous racontez à quel point le papier, ça compte pour vous, parfois laisser tomber complètement les écrans et puis écrire à la plume, lire. Oui, alors il paraît que c'est dû à mon signe astrologique. Je suis Balance ascendant Scorpion et tous les astrologues me disent que c'est les deux signes les plus séparés. Alors, vous y croyez? Oui, je crois. Pourquoi pas, Ouais. après tout. Vous êtes quel signe, vous? Capricorne. Ascendant? Mais j'y crois pas. Il y a des moments de folie chez vous? Ah oui. Comment sûr. ça se manifeste? Par exemple, j'aime beaucoup danser. Et quand j'entends une musique que j'adore, je suis capable de me lever et de danser. C'est votre anti-déprime, je crois. Vous écoutez du ABBA seul? Du disco, du Michael Jackson. J'adore ça. Je trouve que c'est danser. Mais j'aime bien aussi plein d'autres danses. Je trouve qu'on ne danse pas assez dans la vie. Et que parfois, quand on a un coup de blues, peut-être qu'il faut danser plus. Daphné du Maurier, cette grande passion. Elle aimait danser aussi. Elle aimait danser. Le foxtrot. Il y a quand même pas mal de points communs. Alors on disait les origines. Vous parlez de son menton. Vous avez un menton comme ça, un menton volontaire. Elle a une mâchoire quand même très carrée que non, vous êtes plus pas. jolie qu'elle. Non, elle était très belle. Darius a été très belle. Mais vous avez effectivement ce menton volontaire. Oui, c'est vrai. Ça vient de mon père. La famille toujours, on y revient. Oui. C'est vrai. Pourquoi elle, à ce moment-là, je crois que vous avez 10 ans, on le rappelait, un effet de fascination pour un personnage? Vous dites pas groupie, mais enfin, il y a quand même quelque chose de ça. Ça vous poursuit depuis des décennies. Oui, parce qu'en fait, Daphné du Maurier, elle a tellement de secrets, et dans sa plume, et dans ses livres, et dans sa vie, qu'en fait, on ne peut jamais faire le tour
de ce qu'elle est. Et moi, je pensais que cette biographie allait assouvir ma passion, et en fait, non, c'est encore pire. J'ai ce que mon mari appelle une manderlite. Ouais. Voilà, donc je suis toujours dans une manderlite. Tellement de secrets dans sa vie à elle. Vous en avez autant? Ah oui, j'en ai pas mal, mais si Ouais. vous pensez que je vais vous le dire là maintenant... Vous- Oui, j'en ai, bien sûr que j'en C'est ai. vrai. On en a tous, vous aussi, Ouais, non? bien sûr. Ouais, Ah ça va. oui, j'en Vous ai. les gardez dans la boîte comme les manuscrits de Je jeunesse? les garde dans un coin de ma tête, Ouais. très, très, très secret, enfoui, avec une clé que je porte autour du cou. Et elle ouvre quoi, la clé? Mes secrets. C'est vrai? Vous en avez plusieurs des comme ça, des clés? Non, j'ai qu'une seule clé, mais pas mal de secrets. Mais je les dirai pas. Ou alors ils ressortent dans mes livres, mais sous forme un peu masquée, comme le faisait Daphné du Maurier. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous, les écrivains, on aime bien vous raconter des histoires. Il faut toujours se méfier d'un écrivain qu'on invite à dîner, ou qu'on croise dans un train, ou qu'on voit dans une salle d'attente. Parce qu'on peut se retrouver dans un livre. Les passionnés de Tatiana Droney, on connaisse comme ça votre univers. Il y a effectivement Le Secret, Daphné du Maurier, il y a le bleu. Vous êtes en bleu aujourd'hui, mais Oui. le bleu, visiblement, ça joue un rôle pour vous. Mais c'est très récent, le bleu. Et en fait, j'ai appris tardivement que c'était sa couleur préférée, Daphné Uh-huh. du Maurier. Et alors, moi, ça a commencé il y a 5 ans. J'étais obligée d'acheter tout ce qui était bleu, même un cendrier bleu. Alors, je ne fume pas, j'étais obligée d'acheter, je ne sais pas pourquoi, une espèce de truc comme ça. Et maintenant, je suis entourée de bleu. Ma famille n'en peut plus. Ils appellent ça une bleuite. Je pense que c'est peut-être une couleur apaisante qui me permet de me décontracter dans les moments. Sa voix, vous l'imaginez? Ah non, je l'ai beaucoup entendue, sa voix. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu du Elle mal. vous poursuit? Ah oui, elle me poursuit en permanence. Et ce qui est drôle, c'est que sa fille Tessa, qui a l'âge de ma mère aujourd'hui, a exactement la même voix qu'elle et le même rire qu'elle. Donc c'est très troublant quand j'ai Tessa au téléphone, j'ai l'impression d'entendre Daphné du Maurier. Vous avez un accent tellement frappant en français. En anglais, il est aussi marqué. Vous avez dit quelques mots What tout do à you l'heure, mean mais by an accent? What kind of accent? I don't have an accent when I speak English. ouais. Qu'est-ce que c'est comme accent, ça? Un peu oxfordien? Non, teinté d'américain parce que Ouais. j'ai grandi à Boston. Donc j'ai un petit accent américain. Ces années-là, elles ont beaucoup compté pour vous? Ah oui, cette enfance américaine, mon père enseignait au MIT. Uh-huh. Donc, j'ai un souvenir assez idyllique de ces années à Boston. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pendant mai 68, alors c'est vrai que j'étais assez petite, mais j'étais à Boston pendant mai 68, donc j'ai aucun souvenir du tout de Paris avec les pavés, etc. Moi, j'étais à Boston, dans cette nature incroyable, ces hivers rudes, il neigeait même. Je me souviens que mon père nous emmenait à l'école parfois en ski, et avec une luge tellement il neigeait. Alors ça, on ne le voyait pas à Paris, bien sûr. Tatiana Droney, merci. On vous lira, Manderley, chez Albin Michel et Héloïse d'Ormesson. Oui, absolument. Combien d'exemplaires déjà, vous savez ça? Non, je ne sais pas. Hein, vous n'êtes pas partie de ces auteurs qui regardent chaque jour, Non, qui se font livrer? je ne suis pas une femme de Ouais. chiffres, je suis une femme de lettres. Le fait est que ce sont des tirages hors normes depuis maintenant toutes ces années. Vous Depuis représentez 2007. parfois ce monde que ça représente, sont des centaines de milliers, des millions de personnes. J'essaye de pas trop y penser parce que j'ai pas envie d'être impressionnée par ça. En tout cas, Uh-huh. tout ce que je sais, c'est que d'avoir rencontré Héloïse d'Ormesson et Gilles Cohen-Solal, ça m'a permis, moi, de rencontrer mes lecteurs. Et pas les compter, mais de les aimer. Le prochain livre, c'est quoi? Une histoire de famille. Ah, encore. Oui, encore. Merci, bonne chance, Tatiana Droney. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup.